L'auteur de ce livre commence par une citation du président Thomas Jefferson. « Le plus grand service pouvant être rendu à un pays est d'apporter une nouvelle plante utile à son agriculture. » Vous comprendrez que cette phrase situe complètement une autre époque où les valeurs sont très différentes de la nôtre. C'est dans ce contexte que s'inscrit la quête de David Fairchild, né en 1869, à travers le monde pour amener à son pays des plantes nouvelles et améliorer la diversité culinaire et par là même le quotidien des Américains. À cette époque, l'assiette des Américains était garnie de pain, de viande et de fromage, très peu de fruits et légumes frais. Dans sa jeunesse, Fairchild est frappé par la rencontre de Wallace, un scientifique ayant exposé les lois de l'évolution des espèces. Ce qui fascine surtout le jeune David Fairchild, ce sont les voyages que Wallace compte en Indonésie. Fairchild est un botaniste aventurier, une sorte d'Indiana Jones à la recherche de fruits comestibles. La quête commence en Corse à la fin du XIXe siècle. Il est chargé par les autorités de son pays de trouver des citrons afin d'améliorer les espèces cultivées en Californie. Il trouve enfin des greffons de ces citrons tant recherchés et les plante dans une pomme de terre afin de les conserver lors de l'expédition qui va durer très longtemps jusqu'aux États-Unis. Ces greffons vont effectivement être réceptionnés et améliorer les cultivars existants en Californie qui étaient de petite taille et de médiocre qualité. De retour aux États-Unis en 1893, il rejoint l'équipe du département de l'agriculture. À cette occasion, il découvre que le poirier est stérile à son propre pollen et nécessite d'autres variétés pollinisatrices. Mais le goût du voyage va l'appeler. Il va aller dans les îles indonésiennes, en particulier à Java, où il découvre les premiers fruits tropicaux tels que les mangoustans, les durians et la noix de coco. La vie de Fairchild sera marquée par de grandes rencontres, en particulier celle de Lathrop, un millionnaire américain qui lui permet de financer ses expéditions. Lorsqu'il va en Thaïlande, Fairchild demande quel est le meilleur fruit. On lui répond le wampi. Il cherche un lieu permettant de mettre en culture ses découvertes. Il fonde beaucoup d'espoir sur l'archipel d'Hawaï, récemment acquis par les Américains. Mais personne ne répond favorablement à sa demande. Alors de retour aux États-Unis en 1898, il travaille sur des substances chimiques capables de sauver les récoltes. Mais au fond de lui-même, il est convaincu que la solution n'est pas dans les labos, mais à l'étranger. Les paysans de Chine ou d'Égypte ont trouvé des solutions aux ravageurs dans la sélection variétale. Il est donc motivé à rechercher des variétés résistantes. C'est à cette époque que, alors c'est en anglais, est fondé Office of Seed and Plant Introduction. Son odyssée peut enfin reprendre. En Jamaïque, sur les marchés, il trouve ainsi des tamarios, de l'aki et des chayotes. Dans les îles des Caraïbes, il trouve beaucoup de cultivars de manguiers intéressants. Au Venezuela,
Au Pérou, il trouve peu de végétaux à part le quinoa et des maïs rouges ainsi que le coca. Au Chili, il trouve des variétés d'avocats excellents, résistants au gel. Plus tard, on découvrira que ce sont des variétés hybrides mexicaines et guatémaltèques. En Argentine, il trouve en particulier des papayes de montagne assez rustiques. En Europe, à Venise, il s'intéresse aux brocolis, aux raisins sans pépins. En Égypte, il trouve une variété de coton capable d'améliorer les cultivars américains trop sensibles aux ravageurs. Aux Philippines, nouveau protectorat américain, il découvre la mangue manilla qui entre dans les programmes d'hybridation actuels. En Chine, il trouve des variétés intéressantes de goyave rose, de kumquat, de chou, de riz, de pistachiers greffés et de noix de cajou. L'Office d'introduction de nouvelles plantes ouvre des stations à Hawaï et à Puerto Rico. Fairchild ramène d'Inde 80 variétés de mangue, dont la mangue Alfonso, ainsi que des nectarines du Pakistan. Il fait également une grande collecte de dattes au Moyen-Orient. Les expéditions sont nombreuses et souvent couronnées de succès. Certains cultivars importés permettent de résoudre des difficultés culturelles des agriculteurs américains. Alors la deuxième partie du livre m'a laissé un peu plus perplexe. L'auteur montre à la fois la ferveur qui entoure les expéditions de fruitiers rares et les échos dans la presse, par exemple dans le National Geographic, mais également toutes les résistances qui vont entraver l'introduction de nouvelles variétés ou de nouvelles espèces. On pourrait croire que David Fairchild continue ses expéditions jusqu'à la fin de sa vie. Il en est tout autrement. Il côtoie les cercles de pouvoir et se marie avec la fille de Graham Bell, l'inventeur du téléphone. La vie de Fairchild n'est pas ponctuée de problèmes financiers. Toutefois, il rencontre de grosses réticences quant à son activité d'introduction de nouvelles espèces fruitières. Il fait face à un département phytosanitaire mettant en place des règles drastiques de quarantaine. Cela va marquer un frein dans les introductions de végétaux. Le livre va beaucoup s'étendre sur les problèmes administratifs qui vont peser sur le département de l'agriculture. Les services phytosanitaires associent l'activité d'introduction de nouveaux végétaux à celle de parasites. Ils vont faire tout pour stopper l'introduction de nouvelles espèces végétales. Ils vont utiliser parfois des arguments fallacieux pour effrayer les citoyens ainsi que les politiques, en publiant par exemple des photos de ravageurs et en les associant avec des introductions de nouveaux végétaux. L'opinion est ainsi retournée, tétanisée par le danger que représente l'activité de Fairchild et de son office. Malgré tous ces bâtons dans les roues, l'office d'introduction de nouvelles espèces va reprendre son activité. David Fairchild va devenir le mentor de nouveaux expéditeurs, en particulier Frank Meyer, un jeune néerlandais venu immigrer aux États-Unis. Meyer est tellement motivé que Fairchild le laisse partir seul explorer le continent asiatique, de la Sibérie à la Chine, jusque dans les territoires éloignés d'Asie centrale. La moisson de Meyer se révélera riche de nouvelles espèces capables d'améliorer et d'élargir le champ de culture des fermiers américains. Il ne faut pas nécessairement croire que les explorateurs parviennent à trouver de nouvelles espèces chaque jour. En revanche, ils collectent de nombreux végétaux déjà présents aux États-Unis afin d'améliorer les semences actuelles. Les végétaux, ainsi ramenés, participent à des programmes d'hybridation et d'amélioration des espèces. La pression exercée par les nouvelles lois phytosanitaires constitue une barrière pratiquement infranchissable.
des précieux envois sont complètement détruits à la frontière. Et cela va peser sur la motivation des explorateurs et de l'ensemble des membres du Bureau d'introduction des nouvelles espèces fruitières. Meyer va ramener un nouveau citron, le citron Meyer, qui est en fait un hybride entre citron et mandarine. Il va également ramener d'autres agrumes très rustiques, tels que le Ishang Lemon. Mais au terme d'un périple cruel, puisque Meyer parcourt une trentaine de kilomètres par jour avec un attirail fort lourd, Meyer va s'épuiser physiquement et moralement. Traverser des contrées éloignées, étranges, violentes et dangereuses exaspère sa solitude. Meyer mourra dans l'une de ses expéditions. La fatigue et le désespoir en seront les principales causes. La disparition de Meyer est un événement tragique qui semble geler l'introduction de nouvelles espèces. Certes, les services phytosanitaires ont triomphé, mais de nombreux particuliers et entreprises privées vont reprendre le flambeau. Fairchild s'installera à Miami et développera un très beau jardin exotique. Il finira sa vie loin de Washington et des conflits interminables qui entravent durablement l'introduction d'espèces fruitières. J'ai trouvé le débat entre l'introduction d'espèces fruitières et le conservatisme à la fois intéressant et désespérant. Car les décideurs sont complètement soumis à la campagne de terreur et d'angoisse orchestrée par les tenants de la protection phytosanitaire. Le fait d'avoir cessé de rechercher des solutions aux ravageurs dans la nature a orienté les recherches vers les traitements chimiques. À bien y regarder, je pense que la nature offre des réponses plus harmonieuses et je trouve qu'il y a chez les partisans du tout chimique une grande hystérie et hypocrisie dans la mesure où ils ne crachent pas sur les nouveaux fruits introduits. La mangue, la papaye, le litchi. Bref, là encore, on a un ouvrage qui nous donne une vue historique de l'acclimatation. Il est très intéressant. Ça se passe aux États-Unis, mais on pourrait faire une transposition avec ce qui s'est passé en Europe. Et effectivement, c'est un petit peu triste de voir que désormais, les organismes d'État n'acclimatent plus de nouvelles espèces. Ils ont complètement réorienté leurs recherches vers la chimie, vers quelques méthodes culturales et encore, vers des programmes d'hybridation, mais finalement on ne vient plus du tout puiser dans le réservoir végétal naturel qu'on ignore complètement.